éboulement de terre au sud Kivu après une forte pluie abattue dans la nuit du vendredi 22 à ce samedi 23 novembre 2024. Bilan de l'événement, 10 morts. Évaluation de l'état de siège à Goma par l'équipe gouvernementale dépêchée. Pour ce vendredi, la première ministre et le vice-premier ministre de l'Intérieur ont échangé avec le force vive sociale et politique, mais aussi la force onusienne et le chef traditionnel. Ce dimanche 24 novembre au stade des Martyrs de la Pentecôte d'Herbekino entre l'ASV Club et l'OC Renaissance, ceci dans le cadre du championnat Illico Cash League 1. Et des maisons écroulées. C'est le bilan provisoire d'un éboulement de terre survenu dans la nuit du vendredi 22 à ce samedi 23 novembre 2024 au sud Kivu. La forte pluie qui s'est abattue cette nuit en est la cause. Émilie Béni-Combidio nous en dit plus. Cette saison de pluie est une période sombre pour les habitants du Sud Kivu. Depuis qu'elle s'est pointée, elle cause plusieurs catastrophes dans différents villages de la dite province. Pour la nuit du vendredi 22 à samedi 23 novembre, des éboulements dévastateurs et profondes inondations ont été constatés. Nkoubi et Niabibwe sont les localités qui ont été le plus touchées. À cela s'ajoute le village de Kaboulou 2, dont le groupement de Mbinganor, chefferie de Bukavu. Le bilan provisoire fait état de 2 morts, 8 disparus et 3 blessés graves. Autres dégâts, des cultures agricoles emportées, des maisons et autres infrastructures endommagées. L'on enregistre parmi les infrastructures la destruction d'une station de lavage de café appartenant à la coopérative agricole Kako, une situation qui va sûrement bouleverser l'économie locale. Et toujours au sud Kivu, 756 milliards 326 millions 400 000 francs congolais. C'est à ce montant qu'est évalué le projet dédié budgétaire exercice 2025 dans la province du sud Kivu, bien sûr, avec un taux d'accroissement de 38,8%. Le dit projet a été déposé le vendredi 22 novembre à l'Assemblée provinciale par le gouverneur de province. Émilie Béni-Combidio revient. Le projet dédié budgétaire de la province du Sud Kivu met l'accent sur plusieurs priorités, notamment le développement durable, les infrastructures, la santé et l'éducation, qui sont là les défis majeurs de la province. Lors de son dépôt, le vendredi 22 novembre à l'Assemblée provinciale, le gouverneur Jean-Jacques Paroussi Elakano a aussi présenté le rapport d'exécution du budget du premier semestre pour l'année 2024, ainsi que le budget rectificatif de 2024. Il a expliqué que ce projet évalué à 756 milliards 326 millions 400 000 francs congolais va permettre la matérialisation de l'agenda provincial à travers des actions clés dans les domaines des infrastructures, assainissement, protection de l'environnement, droits humains et renforcement du genre dans la prise de décision. D'autres domaines vont aussi bénéficier de ce projet comme le numérique, la bancarisation ainsi que la facilitation fiscale par la mise en place d'un guichet unique, chose qui va maximiser les recettes de la province. Vous le savez peut-être déjà, l'évaluation de l'état de siège est en cours. La première ministre et le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières ont échangé ce jour à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, avec différentes composantes de cette entité décentralisée. Il était question de recueillir les avis de forces vives politiques et sociales, mais aussi de acteurs étatiques onusiennes ainsi que de chefs traditionnels. Nico Kassanda. Au cours de cette réunion, il était question de recueillir les avis des forces politiques et sociales, mais aussi des acteurs étatiques et onusiennes, ainsi que les chefs traditionnels sur l'état de siège dont les mesures ont été allégées par le président de la République en novembre 2023. Les échanges ont été une occasion pour chaque groupe d'acteurs d'exprimer selon le cas ses desiderata qui permettront au gouvernement de les analyser en vue d'en faire rapport au chef de l'État pour des mesures appropriées. Alors d'abord, je suis enchantée d'avoir pu rencontrer dans le cadre de sa mission ici, d'abord en commençant par le Nord Kivu et ensuite elle va continuer sur l'Ituri, d'avoir pris le temps dans le contexte de l'évaluation de l'état de siège, de nous rencontrer nous, la MONUSCO, en tant que partenaire, afin d'échanger sur la manière dont le partenariat va continuer à se construire pour répondre aux préoccupations des communautés, de la population,
également par rapport à la situation sécuritaire et du déroulé de ce qui va être le futur immédiat et le futur proche. Les autorités traditionnelles, à leur tour, ont également relevé quelques failles. La délégation est venue avec une mission bien précise pour d'évaluer l'état de siège. Et nous ne sommes pas allés au-delà de ça. On lui a déposé un mémo et tout est contenu dans ce mémo. Mais nous avons fait un petit résumé de ce mémo-là, mais on a parlé des failles de cet état de siège et on a proposé quelques pistes de solutions et nous avons donné quelques recommandations. Cette mission d'itinérance du gouvernement dans cette partie de la RDC procède de l'évaluation de l'état de siège. Après Goma, la délégation est attendue à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Clôture le vendredi 22 novembre 2024 de la 4e réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la réforme de la police. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières qui a procédé à la clôture de ces assises. Maître Jacquemain Chabani a indiqué que l'importance de cette réforme vise à améliorer les conditions de travail des services de sécurité en général et des policiers en particulier. Suivez. À l'issue de cette réunion, les officiers supérieurs de la police, la société civile, l'Union européenne, les partenaires techniques et financiers ont validé le rapport du comité technique. Ce document contient 13 points au nombre desquels des réalisations, des défis et des contraintes liées à ce programme de la réforme. Il s'agit entre autres du projet de loi de programmation pour la réforme de la police nationale congolaise 2025-2029. Le chantier de la réforme est vaste et les défis sont énormes. Pour y faire face, la République démocratique du Congo a besoin de ses partenaires d'un côté et du gouvernement de l'autre. Ce dernier, à travers son plan d'action gouvernemental 2024-2028, est disposé à mettre les bouchées doubles pour accélérer cette réforme en ciblant les principaux points de vulnérabilité. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, a rappelé que l'importance de cette réforme vise à améliorer les conditions de travail des services de sécurité en général et des policiers en particulier. C'est l'occasion pour moi de rassurer que mon ministère s'investit totalement au sujet des 13 points essentiels soulevés dans le dit rapport. J'attends la même implication d'autres institutions et organisations civiles ici présentes. Ainsi, je déclare close la 4e réunion du comité de pilotage du programme par P3. Le comité technique a souligné la nécessité de pérenniser les acquis actuels, souci partagé par le VPM Chabani Louko. Le commandant du groupe mobile d'intervention Est Badara, le colonel Serge Yengi, a organisé une causerie morale avec ses troupes au quartier Ngamanzita et Mayengele au groupement Mikondo dans la commune de Kimbantseke. C'était à l'occasion d'une parade tenue ce samedi 23 novembre 2024. Suivez. Au cours de cette parade, organisée conjointement au quartier Ngamanzita et Mayengele dans la commune de Kimbantseke, les commandants du groupe d'intervention mobile Est Badara, le colonel Serge Yengi a tenu une causerie avec ses troupes ce samedi 23 novembre 2024. Le colonel Serge Yengi a rappelé aux policiers sous sa direction que la police nationale constitue une institution, un grand organe dans le pays. Il rappelle à ces derniers qu'en tant qu'agent de police de carrière, l'État congolais le prenne totalement en charge. La police est une institution. La police est un organe mongomunene. La police est une institution, c'est un grand organe d'honneur dans le pays. En tant qu'agent de carrière de la police, l'État congolais vous prend totalement en charge. Il assure votre rémunération, votre prise en charge médicale et assure votre retraite.
il te prend en charge. Pas au continuer au foot. Tout en invitant ces derniers à la discipline, le commandant Jémi Est Badara a en outre rappelé à ces hommes les privilèges qui sont attachés à leur statut de policier. Il y a une réunion modèle pour lobby, ce qui est comme commandant, on va le président qui a fait une réunion. On se réfère à est-ce que il y a des privilèges que l'État reconnaît aux agents de la police nationale. Vous ne pouvez pas négliger le travail et négliger de prendre part aux réunions. Il faut participer aux réunions pour maîtriser comment diriger parce que demain, vous serez également commandant. Tu n'étais pas habitué, mais tu étais toujours prêt. Il y a qu'on parlait toujours du mal au chef. Pour rappel, cette causerie était suivie d'une formation des mises à niveau de ces policiers, question de le mettre physiquement en forme. Pour rappel, c'est depuis plusieurs semaines que le colonel Serge Yengi, sur instruction de la hiérarchie, particulièrement du commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, a érigé le quartier général dans ces deux quartiers pour instaurer la paix. En justice, début des plaidoiries au procès en appel qui met en cause le ministère public contre 26 prévenus du mouvement terroriste Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. À l'audience du vendredi 22 novembre 2024, la haute cour militaire qui juge les prévenus a reçu le réquisitoire du ministère public. L'organe de la loi a invité la haute cour à reconduire l'œuvre du premier juge, à savoir la peine de mort contre les prévenus. Regardez. Après 5 audiences de la haute cour militaire qui juge au degré d'appel 26 prévenus présumés membres du mouvement terroriste dénommé Alliance Fleuve Congo AFC que dirige Corneille Nangaa soutenu par le Rwanda, l'heure est à la phase de plaidoirie. L'organe de la loi représenté par le colonel magistrat Faustin Mwamba. L'officier du ministère public a dans son réquisitoire demandé à la plus haute juridiction militaire de reconduire l'œuvre du premier juge, à savoir les juges de la cour militaire de Kinshasa, Gombe, dans tous ces dispositifs. Laquelle œuvre avait condamné à la peine de mort tous les 26 prévenus après avoir été reconnus coupables des faits infractionnels mis à leur charge. Ces 4 préventions sont notamment le crime de guerre, homicide préterintentionnel, torture ou traitement inhumain ou dégradant et destruction et appropriation de biens par les subordonnés sous son autorité. Une première décision avait été rendue par le juge de la cour militaire et c'était la peine de mort. Cette décision, aujourd'hui, notre pays a levé le moratoire. Ça veut dire que le peuple congolais attend que cette décision soit exécutée pleinement. Il presse à votre haute cour militaire de confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ces dispositions. Et nous avons dit. La haute cour militaire a pris acte du réquisitoire prononcé par le ministère public et a promis d'en tenir compte lors du délibéré. La prochaine audience est prévue le mardi 26 novembre prochain et sera consacrée à la plaidoirie de la défense des prévenus au nombre des 5 qui comparaissent en personne et assistés par leurs avocats conseils. La Chambre basse du Parlement a voté le projet de loi des finances exercice 2025 moyennant les amendements de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire. C'était lors de la séance plénière du vendredi 22 novembre 2024 à l'hémicycle du Palais du Peuple sous la conduite de Vital Kamerhe, président de cette institution. Regardez. À 3 semaines de la clôture de la session budgétaire de septembre 2024, la plénière de l'Assemblée nationale s'est acquittée de la tâche qui lui incombe, celle de doter la nation d'un budget pour l'exercice 2025 après l'examen minutieux du projet de loi des finances déposé par le gouvernement. La plénière a donc adopté le rapport de l'ECOFIN qui est parvenu à un accroissement de 51 milliards 133 millions de francs congolais sur l'année
2025, soit une croissance de 24,1% par rapport à la loi des finances de 2024 et 13,7% comparativement à la loi des finances rectificative de l'année. Un accroissement qui porte la marge budgétaire à 2450 milliards de francs congolais, soit 1,15% de PIB national, affecté entre autres à l'éducation, à la santé, aux recherches scientifiques, à l'énergie, à l'agriculture et les infrastructures. Ceci en vue de permettre à chaque Congolais de l'arrière-pays de ressentir cette amélioration dans leur quotidien. Une prouesse qui a ravi le speaker de la Chambre basse du Parlement qui estime qu'avec un tel accroissement, l'exécutif national a entre ses mains les moyens nécessaires pour rencontrer les attentes de la population congolaise. Outre le travail abattu sur la recherche des recettes additionnelles, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a produit plus d'une vingtaine de recommandations à l'endroit de l'exécutif. Parmi elles figurent de recommandations spécifiques au gouvernement en matière de recettes, dont notamment réaliser le plancher de recettes publiques tel que prévu dans la loi des finances, renforcer la mobilisation de recettes de l'État par la mise en œuvre des réformes du système fiscal national, finaliser l'audit du système de télécommunications, accélérer le processus de marquage moléculaire en vue d'accroître les recettes pétrolières, confier à l'Hôtel des monnaies l'impression de tous les imprimés de valeur et les rendre disponibles en temps voulu auprès de tous les ministères et services d'assiette, etc. Après débat enrichissant, examen du projet de loi des finances exercice 2024, article par article, la représentation nationale a, en respect des prescrits de la loi, voté pour ces 10 budgets revus à la hausse. Il y a lieu de noter que l'ECOFIN avait, sur instruction du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, associé les syndicalistes venus des différents secteurs publics à ces travaux de l'examen approfondi du projet. Et restons à la Chambre basse du Parlement. Le ministre de Finances Doudou Fouamba a soumis aux députés nationaux 7 projets de loi de ratification le vendredi 22 novembre 2024. Et juste après, quelques députés nationaux ont donné de leur voix après le vote du projet de loi des finances exercice 2024-2025. Ils se sont exprimés au micro de Nico Kassanda et Seyambavo. Pour le député national Peter Lopossé, élu du territoire des Bolomba dans la province de l'Équateur, la loi des finances adoptée permettra au gouvernement de répondre aux aspirations du peuple. Nous venons d'adopter la loi des finances exercice 2025. Comme nous sommes autorités budgétaires et nous avons participé aux travaux activement. Ce que je peux dire, parce que je suis élu du territoire de Bolomba dans la province de l'Équateur, nous avons donné au gouvernement les moyens et nous avons recommandé au gouvernement l'exécution de cette loi. Parce qu'on peut avoir beaucoup de lois, mais si on ne les applique pas, c'est un problème. Voilà, aujourd'hui, nous sommes tellement contents parce que cette session elle est principalement budgétaire et aujourd'hui, nous venons d'adopter la loi portant la loi des finances exercice 2025 qui va faciliter au gouvernement congolais de travailler pour le bien-être de la population congolaise. Pour le député national Guy Mafoutam, il faut s'engager dans les réformes pour plus de ressources. Nous voulons nous engager vraiment dans ces réformes pour avoir plus de ressources et essayer de satisfaire à tout le monde. Le message d'espoir, c'est qu'il faudrait que le bureau de l'Assemblée nous aide à faire des contrôles, nous aide à évaluer trimestriellement. Ce n'est qu'avec une bonne évaluation que l'on ne vivra pas les histoires du genre dépassement. Signalons que le rapport de la commission ECOFIN adopté est parvenu à un accroissement de 51 milliards 133 millions de francs congolais pour 2025. Et toujours dans ce chapitre, la plénière de l'Assemblée nationale du lundi 25 novembre 2024 sera consacrée au vote de la motion de défiance à l'encontre du ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Guizaro. C'est le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe qui l'a annoncé. C'était lors de la plénière du vendredi 22 novembre 2024. Nico Kassanda revient.
Plusieurs partis et regroupements politiques ont signé cette motion de défiance contre le ministre des ITP, Alexis Guissaro. C'est ce que rapporte le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Pour que les députés soient informés, je ne vais pas citer le nom, mais je vais vous donner les partis qui ont signé. Je dois le faire parce que les gens risquent de partir avec l'idée que c'est l'IDPS. Non. Alors, les regroupements, si après on signé cette motion de défiance, AAC, 9 sur 58, IDPS Tshisekedi, 9 sur 58, AAUNC, donc mon regroupement, 5 sur 58, AACPG, 6 sur 58, MLC, 4 sur 58, AB, 3 sur 58, ACPA, 3 sur 58, AFDCA, 2 sur 58, AABG, 2 sur 58, AAP, 2 sur 58, non inscrit, 2 sur 58, AB 50, 1 sur 58, AAC, AAC, je ne sais pas, 1 sur 58, AE, 1 sur 58, A24, 1 sur 58, A1, 1 sur 58, A2R, 1 sur 58, ensemble 1 sur 58, 3 A3ZA, 1 sur 58, code 1 sur 58, AADC bar A, 1 sur 58, AAC Palou, 1 sur 58. Et donc nous avons 58 signatures. Vital Kamerhe a attiré l'attention des élus du peuple que la signature de la dite motion n'est nullement son œuvre. Mais ici, je ne voudrais pas, et alors je ne voudrais pas entendre tous ces gens qui sont dans des petits laboratoires venir dire non, non, c'est l'œuvre de Kamerhe, puisque c'est ce qu'ils avaient. Ils ont commencé par là pour passer à l'œuvre. Cette fois-ci, ils doivent s'assumer et c'est leur droit et je le reconnais. Cet exercice s'inscrit dans le cadre du contrôle parlementaire. Les députés signataires reprochent à ce membre du gouvernement le délabrement très avancé des infrastructures dans son secteur. Parlons autre chose, le trafic ferroviaire entre la province du Kasaï-Oriental et le Kasaï a fait l'objet d'un échange entre le gouverneur du Kasaï-Oriental et le directeur général de la SNCC à Lubumbashi. C'était le vendredi 22 novembre 2024. Suivez. La province du Kasaï-Oriental est confrontée depuis des années à un manque criant d'approvisionnement en marchandises et d'autres denrées en provenance de Lubumbashi. Un tableau sombre peint par le gouverneur lors de son échange avec le directeur général de la SNCC. Fabien Moutombe a à cet effet rassuré son implication personnelle pour faciliter le transport des marchandises vers le Kasaï-Oriental. Ce trafic va non seulement soulager les difficultés des commerçants, mais aussi aider les différentes entreprises de construction pour les achats et le transport des matériels. Notez que plusieurs wagons sont déjà alignés pour cette province avec des expéditions en cours comme les bitumes pour l'aéroport et autres travaux de la voirie. Ouvrant la page sportive derby quinois ce dimanche 24 novembre à 15h30 au stade des Martyrs de la Pentecôte entre l'AS V-Club et l'AS Renaissance. Dans le cadre du championnat illico Cash Ligue 1, les deux équipes affichent des formes différentes. Malgré cela, les entraîneurs de deux équipes restent confiants et espèrent chacun repartir avec la victoire. Shadrach Kanga. Du match de demain. On connaît aussi l'historique entre les deux clubs. C'est normal, c'est notre rôle de prendre toutes les informations quand on arrive quelque part. C'est pas parce qu'on est nouveau, c'est qu'on ne connaît pas l'importance de ce match. On le connaît très très bien. Et même si on nous avait pas donné les informations, le fait de voir les supporters des deux camps se battre sur des matchs qui, c'est même pas leurs équipes qui jouent directement, donc ça donne une idée quand même de la rivalité qu'il y a entre ces deux équipes. Aujourd'hui, là vous l'avez dit, une équipe coriace de Renaissance, mais je pense qu'il y a une dizaine de jours, on parlait d'une équipe assez fébrile parce qu'ils avaient enchaîné 3 défaites. Et le football, ça va très vite. Ils se relèvent d'une victoire mercredi. Aujourd'hui, on parle d'équipe coriace, mais c'est une équipe comme toutes les autres, avec ses qualités, ses défauts.
comme je le dis souvent. Et nous, ça fait presque 3 semaines qu'on n'a pas joué le match officiel. On en a profité pour travailler, pour permettre aux garçons de gagner en confiance, parce que la bonne préparation, c'est l'acquisition de la confiance. Et ça, je pense qu'on a réussi à le faire. On a bien progressé et voilà, j'espère qu'on aura demain cette confiance maximum pour faire plaisir à nos supporters. Les discussions entre les deux chefs de gouvernement canadiens et congolais ont tourné autour des relations bilatérales. Au-delà des engagements du Canada dans le développement et l'aide humanitaire pour la RDC, il est maintenant question d'investir, de sceller le partenariat, a fait savoir Justin Trudeau à Judith Suminwa. Le club doit se préparer en conséquence parce que ce sera un grand match. Ce sera un grand match. S'il y a des tacticiens... Des mots aimables qui traduisent certainement l'excellent état de santé des relations entre le Canada. La délégation de l'AS Maniema Union est arrivée le vendredi 22 novembre en Afrique du Sud en prévision de son match face à Mamelodi Sundowns. Cette rencontre compte pour la première journée de la Ligue des champions de la CAF et est prévue le mardi 26 novembre à Pretoria. Shadrack Tanta revient. Après 4 heures de vol, l'AS Maniema Union de la RDC a atterri en Afrique du Sud. L'équipe se prépare pour un grand défi, affronter le club sud-africain Mamelodi Sundowns le 26 novembre prochain dans le cadre de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions 2024-2025. Aussitôt atterri en Afrique du Sud, la délégation de l'AS Maniema Union a pris la direction de Pretoria, ville où se tiendra les matchs tant attendus. Une fois sur place, certains joueurs ont partagé leurs impressions. La plupart affichent une détermination sans faille, bien conscients du défi qui les attend face à l'un des poids lourds du football africain. Bon, le moral est au zénith, d'après le préparatif depuis Kinshasa, parce que, à commencer par les comités de l'équipe, tous les joueurs, les staffs et consorts, nous sommes bien préparés. Il n'y a rien à se lamenter ou à se plaindre. On est prêt à tout. Malgré l'ampleur de la tâche, l'équipe reste confiante et prête à tout donner pour débuter cette phase de groupe de la Ligue des champions sur une bonne note. Notre ambition de ce voyage, on est venu faire notre mieux et sortir avec ces points, ça va nous faire du bien. Les joueurs et les staffs techniques sont déterminés à représenter dignement leur pays dans cette prestigieuse compétition. Il s'y est de noter qu'une séance d'entraînement est prévue pour peaufiner les derniers détails avant le choc date attendu. Les Léopards Dames Senior Handball ont débuté les entraînements en préparation de la CAN Handball 2024. Cette première séance a eu lieu au gymnase du Stade de Martyrs de la Pentecôte, pays hôte de la compétition. La République démocratique du Congo a la lourde charge de remporter cette compétition qui débutera dans 4 jours, soit le 27 novembre 2024. Suivez. Les Léopards Dames Seniors de la RDC ont entamé leur première séance d'entraînement en vue de la CAN Handball 2024 qui se tiendra à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre prochain. L'ambiance était électrique et marquée par une grande excitation parmi les joueuses, prêtes à relever les défis devant leur public. La préparation physique et tactique était au cœur de cette séance avec un focus particulier sur la cohésion et l'efficacité collective. On se sent très très bien. Et puis les entraînements aussi, ça se passe bien. C'est la première séance, un peu de pression, si vous avez remarqué par rapport aux filles qui sont là pour la première fois. Mais de toute façon, je sais que d'ici les soirs déjà, on va essayer de gérer. Franchement, c'est super. Hein? Là, on sait ça comme si on était en Europe. Maintenant, on est très contente d'avoir tous ces terrains et puis dans de bonnes conditions comme ça fait plaisir. Sous la supervision du staff technique, les filles ont montré une détermination exemplaire et une énergie débordante, signe de leur engagement à défendre fièrement le couleur de la RDC dans cette prestigieuse compétition continentale. On a pour objectif de se qualifier au mondial, de faire un meilleur résultat des 2 dernières CAN et d'aller en finale et de gagner. Déjà, on est contente parce qu'on a récupéré toutes les filles qui étaient absentes au Portugal. Et donc, du coup, là, on travaille toujours aussi bien avec tout le monde et ça travaille toujours aussi bien qu'au Portugal. Les Léopards comptent sur les soutiens indéfectibles de leurs supporters pour atteindre leur objectif et viser le sommet des handball africains. On est chez nous, hein. On se sent très...
Et voilà, c'en est fini pour ce jour. On vous rappelle le grand titre avant de se quitter. Éboulement de terre au sud Kivu après une forte pluie abattue dans la nuit du vendredi 22 à ce samedi 23 novembre 2024. Bilan de l'événement, 10 morts. Évaluation de l'état de siège à Goma par l'équipe gouvernementale dépêchée. Pour ce vendredi, la première ministre et le vice-premier ministre de l'Intérieur ont échangé avec le force vive sociale et politique, mais aussi la force onusienne et le chef traditionnel. Ce dimanche 24 novembre au stade des Martyrs de la Pentecôte d'Herbekino entre l'ASV Club et l'OC Renaissance, ceci dans le cadre du championnat Illico Cash League 1. La grande édition de la semaine prochaine sera assurée par Emeline Béni-Combidio. Moi, je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bonsoir chez vous. Surtout bon week-end.